jusqu'à 19h30, n'hésitez pas. Réunis pour la 4e conférence du cycle Data et Santé que nous avons organisé avec le Braze Data Club depuis le début du mois de mars. Cette thématique vous est proposée par Romain, le président de l'association, Véronique et moi-même. Et le choix que nous avons fait de cette thématique, c'est que nous nous sommes dit, ça fait 1 an qu'on est dans une situation, disons, un peu turbulente, qui perturbe notre vie professionnelle ou notre vie familiale, notre vie de citoyen, tout simplement. Voilà, donc on a décidé d'organiser plusieurs conférences autour de cette thématique data et santé. Donc cette 4e thématique ce soir qui nous permet d'accueillir le docteur Cédric Gangloff, médecin au laboratoire LTSI, qui va nous parler d'un modèle de machine learning permettant d'optimiser les diagnostics de Covid-19. Bon, comment ça va se passer ce soir? On va commencer par faire une rapide présentation du Braze Data Club, qui est un club breton, comme son nom l'indique, et fortement implanté autour de Rennes, mais avec l'idée d'être plus large que simplement Rennes. Après cette rapide présentation, on va avoir donc le docteur Gangloff qui nous présentera sa thématique de machine learning pour l'optimisation des diagnostics de Covid-19. Et ça va durer 40-45 minutes. Ensuite, nous aurons une session de questions-réponses pendant une vingtaine de minutes. Après quoi, on vous demandera un feedback sur l'événement. C'est très rapide, il y a un quiz qui vous suffira de remplir avec une question fermée et 2 questions ouvertes. Et puis ensuite, on passe en mode after work, en petite session. Voilà, vous avez ça actuellement à l'écran, les questions auxquelles vous aurez à répondre. Donc en gros, une question fermée de notation de 1 à 5 et ensuite 2 questions ouvertes sur quels sont les points que vous voulez améliorer dans ce type d'organisation. Quels sont les points au contraire qui vous ont séduit et que vous souhaitez continuer? Donc, je vais parler du Braze Data Club. Donc, il a été fondé en 2017. C'est une association constituée de professionnels, d'étudiants et de toutes personnes de bonne volonté pour développer l'écosystème data dans le Grand Ouest. On a une 40aine d'événements organisés en 4 ans d'existence, dont 3 Braze Data Day. On a une 30aine de membres dans l'association et un peu plus de 1000 inscrits sur le groupe Meetup. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs si vous n'y êtes pas encore. Et un peu plus de 600 abonnés sur LinkedIn. Donc, trois thématiques. Connecter les acteurs locaux pour donner plus de visibilité régionale dans l'Hexagone et dans le reste du monde. Rendre la data accessible au grand public, soutenir l'effort de formation locale pour répondre aux besoins et enfin partager, communiquer sur les travaux de la data qui sont soit sur la Bretagne ou soit réalisés par les acteurs locaux. Le conseil est composé de Romain, président, et de Fabien, qui est trésorier, et du reste du conseil, on est une dizaine. Et la prochaine assemblée aura lieu en fin juin 2021. Pour devenir membre, on a un lien sur Eloasso. Ça vous permet en plus d'accéder à la messagerie pour le Slack, de participer aux événements privés et puis de participer bien sûr à l'Assemblée générale et également au conseil éventuellement pour être encore plus actif. Vous pouvez également devenir sponsor sur un événement particulier pour l'année, d'un point de vue financier ou technique, par exemple. Vous pouvez également devenir speaker. Courant avril, on aura un nouveau cycle qui sera retourné Machine Learning IA. Et ensuite, on aura à partir du mois de septembre une thématique données institutionnelles. Donc, si vous avez participé à ces événements ou encore proposé d'autres thématiques, n'hésitez pas à nous contacter. Et quand mon écran voudra. Voilà, à toi Didier. Bien, donc ce soir, 4e conférence du cycle Data et Santé. Nous accueillons donc le docteur Cédric Gangloff qui va nous présenter, je vais lui laisser la parole, qui va nous présenter un modèle de machine learning permettant d'optimiser le diagnostic de Covid-19. C'est une étude qui est basée sur les travaux qu'il a fait dans le cadre du LTSI, notamment avec le CHU de Rennes. Docteur Gangloff, c'est à vous.
et activer le micro. Voilà, normalement, vous devriez voir mon écran. Trouver la bonne solution. Service. Événement, partage d'écran avec vignette pour le moment. Voilà, c'est bon. C'est bon pour vous? Vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Ok. Donc en fait, déjà merci pour cette invitation. Donc moi j'aurais peut-être un angle un peu particulier aujourd'hui, un peu singulier. Donc juste pour résumer, hein, je suis médecin et j'ai fait après mon cycle de médecine un doctorat en physiologie. Et ensuite, je me suis intéressé à la donnée un petit peu plus tard, après tout ça. Et donc, j'ai intégré l'année dernière, il y a à peu près un an, un tout petit peu plus d'un an, l'unité, donc le laboratoire LTSI, qui est donc affilié à cheval entre le CHU de Rennes et où je travaillais, et puis sur l'équipe Big Data. Et donc, j'ai intégré cette équipe juste à la fin de l'année 2019. J'étais là depuis à peu près peut-être on va dire un mois lorsque j'ai entendu parler d'une vague épidémie en Chine, donc qui a débuté dans une province donc, que je ne connaissais pas. Ça s'est rapproché assez rapidement. Et on a commencé à voir en fait des choses qui nous ont beaucoup troublés, notamment des médecins italiens qui faisaient état en fait de l'effondrement de leur système de santé. Et donc, on avait comme ça des signaux qui nous apparaissaient. Alors, ce n'étaient pas des signaux scientifiques, c'était plus des signaux d'affolement, en fait, des témoignages individuels de médecins sur nos réseaux sociaux. En fait, c'était le premier signal. Signal très inquiétant, puisque les Italiens ont une particularité, c'est que ce sont des équipes reconnues à l'échelle internationale sur la prise en charge des patients en détresse respiratoire. Donc, ces experts-là faisaient état de l'effondrement de leurs services et de décès inhabituels au sein de leurs hôpitaux. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, les hôpitaux avaient l'air de devenir en fait l'épicentre de l'épidémie en concentrant les malades, et les malades eux-mêmes contaminaient le personnel soignant. On faisait état de 25 à 40% de contamination du personnel soignant dans les premières semaines après le début de l'épidémie. Et donc, ça constitue un défi logistique énorme, puisque même si les soignants ne faisaient pas forcément des formes graves ou ne décédaient pas du virus, ça induisait une désorganisation telle qu'on aboutissait à une surmortalité très importante. Et donc, rapidement, il a fallu s'organiser, puisque le virus était à la frontière, pour diagnostiquer ces patients. Alors, il y a une particularité dans un contexte d'épidémie, c'est que lorsqu'on admet des patients dans les services d'urgence, on n'a pas rapidement un diagnostic, on n'a pas dans l'heure qui suit un diagnostic, on a un diagnostic dans les 6 à 24 heures en général après l'admission aux urgences. Et donc on opère, alors j'utilise un mot qui a acquis une connotation très péjorative depuis à peu près une semaine, mais on opère un tri en fait au sein des urgences, mais pas un tri pour savoir qui on va réanimer, mais un tri pour savoir qui serait susceptible d'être atteint de Covid-19. Et donc, avant d'avoir le diagnostic, on fait un pré-diagnostic et donc qu'on qualifie en général de tri. Donc, j'emploierai ce mot, mais il n'a pas la connotation qu'on lui a donnée il y a quelques jours. L'objectif de ce tri, c'est de protéger en fait le système de santé, d'éviter les contaminations interpatients et puis les contaminations de personnel soignant. Alors, pour réaliser le diagnostic, on a deux possibilités. Le test PCR, je ne reviens pas dessus puisque vous le connaissez par cœur maintenant, vous en avez probablement tous fait un. C'est l'image du haut. Et un peu moins connu, c'est le scanner.
hein, puisqu'on a des lésions qui sont typiques au niveau du scanner thoracique. La plupart des hôpitaux, en fait, étaient équipés de scanners avant l'épidémie, puisque les scanners sont utilisés pour faire des scanners cérébraux aux urgences, des scanners thoraciques de manière routinière. Alors, il y a une problématique qui est rapidement apparue, c'est que, en fait, on avait plusieurs dizaines, dans chaque hôpital français, plusieurs dizaines de patients qui étaient éligibles à réaliser des tests diagnostiques pour savoir s'ils étaient atteints de Covid-19, puisqu'ils présentaient au moins un symptôme compatible, une rhinorrhée, une hyperthermie, une toux, ou une asthénie inhabituelle, ou une anosmie. Le problème, c'est qu'on avait une dizaine de réactifs au départ, PCR, pour réaliser les tests PCR, par jour. Voilà. Donc, on était très limité pour les PCR et on avait des scanners. Le problème, c'est que les scanners sont très gourmands en temps, puisque on pouvait réaliser techniquement et humainement, dans une ville comme Rennes, une dizaine de scanners thoraciques par jour. Donc, on a commencé à avoir des problèmes logistiques pour proposer des tests diagnostiques performants à tous les patients qui relevaient d'un Covid-19. Le scanner thoracique, donc, vous voyez, j'ai mis le délai, c'était 3 à 6 heures, et au départ, la PCR, le délai était de 24 heures. Donc, les patients restaient aux urgences jusqu'à ce qu'on ait obtenu le résultat de ces tests avant de pouvoir monter en service, puisque il était hors de question de faire monter dans un service non Covid un patient atteint du Covid, puisqu'on prenait un risque majeur de cluster. Donc, on était en situation, et c'était le cas partout, hein, de dépassement des moyens humains et matériels pour réaliser le diagnostic. Une autre problématique qui est apparue un peu plus tard, c'est qu'on s'est aperçu que sur les tests PCR, on avait quand même de temps en temps des faux négatifs, notamment pour les formes un peu tardives. Et donc, on n'avait plus suffisamment de virus pour le détecter au niveau des voies aériennes supérieures. Et puis, pour les scanners, on était plutôt dans le cadre de faux positifs, puisqu'on avait des patients qui avaient des lésions qui ressemblaient à des lésions de Covid. Et en fait, c'était parfois un autre virus ou alors une bactérie. Et donc, la fiabilité des tests aussi posait question. Et donc, en résumé, le meilleur moyen pour diagnostiquer un Covid, eh bien, c'était de réaliser une PCR, de faire un scanner, de réaliser un examen biologique basique à la recherche d'une autre pathologie. Ça pouvait être des arguments en faveur d'une bactérie dans le sang. Et puis, il fallait aussi qu'on ait un examen clinique compatible. Donc, si vous voulez diagnostiquer un Covid, en fait, il ne suffit pas de réaliser un examen, mais c'est sur un faisceau d'arguments qu'au départ, on diagnostiquait les patients et puis qu'on continue à les diagnostiquer. Le problème de ce faisceau d'arguments, c'est qu'il est extrêmement consommateur de ressources. Donc, en fait, la question qui a émergé pour moi en tant que clinicien, c'était de savoir si on pouvait créer des modèles de machine learning qui soient prédictifs et qui permettent d'optimiser le diagnostic de Covid-19. Donc, on se situe dans le champ donc du diagnostic, donc de la classification des patients, donc du learning supervisé. Alors, juste pour qu'on parle un petit peu de la même chose, mais je pense que je ne vais rien vous apprendre. Ici, donc, quand on veut construire un classifieur, eh bien, on a une variable qui est prédite. C'est donc l'appartenance d'un patient à un groupe. Alors là, j'ai pris un exemple avec des fleurs. Si on veut déterminer parmi 3 espèces de fleurs sur laquelle on est, eh bien, il nous faut donc une variable prédite qui est l'espèce, et puis des variables prédictives. Ça peut être par exemple la taille et le nombre de pétales. Donc ça, c'est un exemple simple pour qu'on parte tous de la même base. Alors dans cette étude, évidemment, la variable prédite, ce n'est pas des fleurs, c'est de savoir si le patient est atteint ou non de Covid-19. Et donc, on a 2 points d'entrée pour définir cette variable Covid-19 positif. C'est la présence d'au moins un symptôme compatible avec un Covid-19 associé à une RT-PCR positive. Ça, c'était le premier point d'entrée. Et puis, le deuxième point d'entrée, c'était le fait qu'il y ait une probabilité clinique élevée,
sans diagnostic alternatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une pneumopathie bactérienne, sur un autre virus ou sur une embolie pulmonaire, donc qu'il y ait un scanner qui soit positif pour le Covid-19 avec des lésions évocatrices. Je vous ai mis un exemple de scanner qui présente des lésions évocatrices de Covid-19. Alors, les variables prédictives, eh bien, on a pris en fait les variables dont on se servait dans la vie de tous les jours pour diagnostiquer le virus, c'est-à-dire toutes les variables disponibles. Donc, essentiellement l'examen clinique, les symptômes. Donc, les symptômes, vous les connaissez tous, je n'en reviens pas dessus. Et puis, les traitements aussi. Certains traitements étaient susceptibles de favoriser, en tout cas, le terrain favorisé peut-être l'émergence de la maladie chez certains patients. Et donc, on a inclus les traitements. Et puis, les examens biologiques de base, c'est-à-dire en fait la numération formule sanguine. C'est un examen qu'on fait, c'est la prise de sang, on va dire, classique de tout patient qui rentre à l'hôpital. Et on sait que sur cette numération formule sanguine, on peut détecter des éléments qui nous font penser à autre chose qu'un virus, donc par exemple à une bactérie, avec certains marqueurs de l'inflammation, comme la C-réactive protéine, où on peut regarder si on a des éléments en faveur d'un virus, comme par exemple une baisse du taux de lymphocytes, on appelle ça une lymphopénie. Et on a d'autres petits éléments comme ça qui nous mettent sur la piste d'un Covid ou pas. On a inclus également le ionogramme sanguin, donc le dosage des ions, le potassium, le sodium, le calcium. Les marqueurs de l'inflammation, j'en ai parlé, la C-réactive protéine, la CRP. Et puis les marqueurs de sepsis qui sont plutôt en faveur de bactéries, comme par exemple les lactates. Donc, on a mis des éléments cliniques et biologiques et puis de terrain des patients. Donc ça, pour les variables prédictives. Le diagramme d'inclusion de l'étude, eh bien, on a pris uniquement les patients hospitalisés, puisque on était dans le cadre de patients hospitalisés chez qui on avait la possibilité de faire beaucoup d'examens dans l'optique de vraiment diagnostiquer tous les Covid et de ne pas infecter l'ensemble de l'hôpital en générant des clusters un peu partout parce qu'on n'aurait pas été suffisamment performant sur le diagnostic aux urgences. Et donc, on a pris uniquement des patients hospitalisés, suspects de Covid-19, c'est-à-dire qu'ils avaient au moins un symptôme compatible avec la maladie. Donc, parmi ces patients-là, sur la période de l'étude qui a duré environ 2 mois, on avait un groupe Covid donc, qui prenait en compte à peu près 100 patients et puis 400 patients dans le groupe non Covid, donc 500 patients au total à peu près. La collecte des variables, eh bien, il a fallu en fait structurer les observations donc, qui étaient sous la forme de texte qui étaient réalisées aux urgences. Donc ça a été fait avec des expressions régulières. Et puis, il a fallu intégrer également tous les comptes rendus d'imagerie, puisque les radiologues rendent leurs comptes rendus d'imagerie sous forme de texte, donc ce n'est pas des données structurées. Et les comptes rendus de biologie qui, elles, sont rendus sous la forme de données structurées. Alors, en fait, la démarche, donc, elle a été empirique avec des types essais-erreurs. Là, je vous montre un exemple pour déterminer si un scanner présentait des signes compatibles avec un Covid. Eh bien, vous avez tout un tas d'expressions qui sont utilisées en fait par les radiologues dans leur compte-rendu. Vous avez typique de COV, probable COV, typique probable atteinte COV, etc. Le champ lexical et les expressions utilisées par les médecins pour rendre les diagnostics sont très riches. Et donc, il a fallu construire patiemment toutes ces requêtes. Une fois que j'ai eu mon tableau de données, eh bien, il a fallu simplifier ces données. Donc, au départ, j'avais plusieurs lignes par patient. Là, c'est un identifiant patient avec ici une variable continue, donc la fréquence cardiaque qui a été collectée, vous voyez, à différentes horaires durant son séjour aux urgences. Eh bien, on a rendu ça sous la forme de liste avec une ligne par patient. Et puis ensuite, on a extrait uniquement la première et la dernière valeur pour ces variables-là. Et puis, on a procédé un petit peu sur le même schéma pour les variables binaires. Par exemple, pour les symptômes, la présence de tout, eh bien, lorsqu'on avait une fois la variable positive, eh bien, on a considéré que la variable tout était positive. Voilà. La modélisation elle a été faite sous R avec le package Caret, qui est dédié à la création de ce type de modèle. Et on a créé 3 types de modèles, des réseaux de neurones, des forêts aléatoires et des régressions logistiques.
qu'on a alimenté en fait avec 3 jeux de données. Le premier jeu de données, c'était les variables cliniques et biologiques uniquement. Donc, clinique, hein, les signes, hein, la toux, la fièvre, et biologique, la prise de sang de base, que tous les patients ont aux urgences et à l'hôpital. Et puis, on a fait un deuxième jeu de données qui était les variables clinico-biologiques, donc précédemment décrites, à laquelle on rajoutait le résultat de la PCR, et les variables cliniques et biologiques auxquelles on rajoutait le scanner. Donc, on avait 9 modèles au total. Sur la sélection des variables prédictives, donc, si on prenait le data frame auquel on est arrivé, le plus exhaustif possible, j'avais 3000 variables. Évidemment, l'idée, ça n'était pas d'alimenter les algorithmes avec les 3000 variables au risque de faire du surapprentissage, mais plutôt de sélectionner des variables qui sont pertinentes pour alimenter ces modèles. Et donc, on a fait des statistiques descriptives donc dans le groupe non-Covid et Covid, et on a comparé donc, les pourcentages ou les moyennes pour ces différentes variables. Et vous voyez par exemple qu'on a beaucoup plus de myalgie, à 34%, dans le groupe Covid par rapport au groupe non-Covid. Et donc, on a calculé le petit p. Les variables dont le petit p était inférieur à 0,2, sur lesquelles on pensait qu'il y avait quand même un pouvoir de discrimination de cette variable pour déterminer le groupe du patient, eh bien, on les a inclus pour alimenter nos modèles. Alors, on a éliminé aussi, pour éviter toute redondance, donc on a fait un choréoléogramme. Donc, on a comparé, on a regardé les coefficients de corrélation pour chaque paire de variables. Donc, on avait 23 variables au total qui ont été sélectionnées avec le petit p. Et puis, on a éliminé les variables qui étaient trop corrélées, comme par exemple les leucocytes et les polynucléaires neutrophiles, qui là ont un coefficient de corrélation supérieur à 0,8. Donc, on a éliminé cette variable. Alors, sur l'entraînement des modèles, donc on avait le dataset complet, hein, donc 100% des patients, qu'on a divisé en deux. On a fait un split, 80% pour entraîner les algorithmes, 20% pour tester leur performance. Et puis, on a entraîné les modèles sur ces 80% en faisant une cross-validation. Donc, on a divisé ces 80% en 10 parties et qui ont servi en fait à établir les paramètres des modèles. Et ensuite, ces modèles ont été testés, donc leur performance sur les 20% de données qui n'ont pas participé à leur construction. Et on a fait ce qu'on appelle une courbe ROC. Alors, je pense que la plupart d'entre vous sont familiers des courbes ROC, mais simplement pour qu'on soit bien d'accord toujours sur les termes. Donc, une courbe ROC, ici, on a un classifieur qui est parfait. Donc, on a une image en coin en haut à gauche, là, en rouge. Et puis, une R sur la courbe qui est égale à 1. Donc là, c'est le modèle théorique parfait. Et puis, vous voyez en bleu, on a un bon, voire très bon classifieur qui est aux alentours de 0,8 d'R sur la courbe. Et en jaune, un classifieur un peu plus modeste ou médiocre en jaune. Voilà. Et donc, ça représente en fait la sensibilité en fonction de la spécificité. Donc, c'est un bon moyen de comparer les performances diagnostiques de modèles ou de tests diagnostiques, tout simplement. Alors, les courbes ROC de nos modèles. Donc là, je vous présente le modèle le plus performant, qui est la régression logistique binaire. Eh bien, si on utilise uniquement les variables cliniques et biologiques, donc sans faire de RT-PCR ni de scanner à nos patients, on obtient une R sur la courbe aux alentours de 0,77, ce qui est déjà plutôt pas mal. En tout cas, on a un modèle qui fonctionne, hein, voilà, qui n'est pas parfait. Et puis, si on rajoute le résultat du scanner à ces variables, vous voyez qu'on a des performances qui sont vraiment bonnes à 0,88 d'R sous la courbe. Et puis, si on prend les variables clinico-biologiques et la RT-PCR, on a 0,93. Donc, on a une excellente performance. À titre de comparaison, on a calculé les performances du scanner seul. Donc, on était à 0,77, donc comme les variables clinico-biologiques. Et puis, les performances de la RT-PCR seule, qui était à 0,85. Donc, on a une amélioration avec nos modèles
de la RT-PCR. Et puis, on s'est intéressé au sein des modèles de savoir quelles variables étaient vraiment discriminantes, importantes pour classer les patients. Et donc, vous voyez, on a, c'est l'importance relative de chaque variable, 100 étant le maximum. Dans chaque modèle, on a fait ça. Et donc, par exemple, on voit que la présence donc, de lactates dans le sang, les lactates sont fréquemment élevés quand on a une bactérie dans le sang. Eh bien, ça peut être intéressant comme marqueur. Et ça, moi, par exemple, en tant que clinicien, j'en avais pas forcément conscience, mais ça peut être un marqueur intéressant à regarder pour discriminer si un patient a un Covid ou pas, ou une bactérie finalement. Et puis, d'autres critères, comme des critères cliniques, la présence d'une confusion, par exemple, était intéressante. Et vous voyez, on retrouve les myalgies, les douleurs musculaires, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont une importance dans le modèle. Voilà. Finalement, le fait qu'on ait de la fièvre ou pas n'était pas si important que ça. Alors, il y a un intérêt, enfin, un côté rassurant à ces résultats, c'est qu'en fait, on est en cohérence avec la clinique. Et donc, toutes les variables qui avaient une importance clinique, ben, on les retrouvait dans le modèle. Donc, voilà, pour moi cette étude, alors elle est monocentrique, elle est faite sur relativement peu de patients, mais elle apporte la preuve du concept et elle montre que le concept est probablement intéressant à développer, puisque on a quand même montré qu'il était possible d'améliorer le résultat de la RT-PCR avec un modèle de machine learning sur le plan au moins théorique. Et donc, ce résultat, il a fait l'objet d'une publication là, qui est parue juste il y a quelques jours, là, hier en fait, ou avant-hier. Donc voilà, j'ai terminé pour la présentation et puis j'attends vos questions. Bien, merci beaucoup Cédric pour cette présentation qui est effectivement passionnante dans le contexte actuel. On se sent rassuré de savoir que maintenant, quand on rentrera au CHU, on sera diagnostiqué par un robot. On se sent mieux tout de suite. J'ai une question, disons, qui m'intrigue un peu. C'est au début, dans votre présentation, vous avez expliqué ce qui est important, c'est de gagner du temps. J'ai compris que ça vous prenait trop de temps de faire des tests et de faire des scanners. Donc, finalement, grâce à la méthode machine learning que vous nous avez expliqué, est-ce que concrètement, les équipes gagnent du temps dans le diagnostic? Alors non, à l'heure actuelle, ce modèle, en fait, il est purement conceptuel, puisque je l'ai mené uniquement sur des données rétrospectives. Donc, on n'a pas construit en fait l'application qui va avec le modèle. L'étude, elle montre, c'est vraiment la preuve du concept, ça reste conceptuel. Et effectivement, ça c'est vraiment une bonne question. On n'a pas du tout établi la preuve qu'en appliquant ce modèle en vie réelle, c'est-à-dire en créant une application et en la faisant utiliser aux équipes, on obtient un gain de temps. Par contre, on est en droit quand même de penser que si on met en application ce modèle-là dans notre centre, eh bien, on aura une amélioration des performances des tests actuels. Une autre chose, je vous ai montré 3 courbes. Une en noir qui montrait, qui était plus modeste que les autres, mais qui n'utilisait ni la PCR ni le scanner. En fait, ça répond à une problématique qui est celle du tri, dont je vous ai parlé au départ. Le tri, c'est quoi? C'est un diagnostic rapide et pas forcément très fiable, mais qui permet en gros de dire dans quel groupe est le patient. Est-ce que ça ressemble à un Covid ou pas? Parce que si on fait mal ce tri-là, on mélange dans les services d'urgence, où par définition les patients n'ont pas de diagnostic, on mélange les deux populations de patients. Et c'est là que les gens se contaminent. Si vous mettez beaucoup de patients avec du Covid, dans le même service que beaucoup de patients sans Covid, à la fin, tout le monde a le Covid. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à faire du tri rapide sans faire trop d'examens.
Donc, il y aurait une double utilité, c'est soit de faire du tri rapide avec du machine learning pour limiter le risque dans les zones où on est en train de faire du diagnostic, comme les urgences, soit d'améliorer la performance, c'est-à-dire à la sortie des urgences, la performance du diagnostic de quelqu'un qui a eu un scanner ou une PCR, pour dire, voilà, à coup sûr, cette personne, elle n'a pas ou elle a le Covid, et donc on va la mettre dans l'unité dédiée. Parce que si vous mettez un patient qui n'a pas de Covid dans une unité Covid, il va l'attraper. Donc, la spécificité, elle est importante, enfin, la spécificité, ouais. Il ne faut pas diagnostiquer à tort le Covid chez quelqu'un, parce que ça peut lui être délétère. Et puis, si vous sous-diagnostiquez, alors là, c'est la catastrophe, puisque vous disséminez le virus dans tous les services, puisque quand on pense que quelqu'un n'a pas le Covid, on fait moins attention, hein, tout simplement. Et donc, on est à risque de créer des clusters, et on l'a vu partout, hein, partout dans le monde. Les clusters ont foisonné malgré les précautions que prennent les soignants. Ok, merci. Alors, je me fais le porte-parole de l'ensemble des participants. Merci pour votre qualité pédagogique pour expliquer des choses qui sont pas simples, mais avec des termes finalement que l'on comprend. Donc, merci pour cet effort de vulgarisation. J'avais une autre question d'ordre technique. Vous avez dit que vous travaillez avec R et notamment avec une bibliothèque de RStudio qui s'appelle Caret. Vous nous avez pas parlé des machines sur lesquelles vous faites travailler ça. Vous avez des serveurs dédiés ou vous avez des machines qui travaillent. Est-ce que ça nécessite une haute intensité de calcul? Est-ce que vous faites du HPC? Ou est-ce que vous avez voilà, est-ce qu'il y a des choses un peu particulières sur le plan, on va dire, informatique, calculatoire? Alors, sur la partie ingénierie, alors là, je sors un peu de mon champ de compétences, hein. En fait, j'ai intégré le laboratoire justement pour ça, pour avoir à disposition une plateforme qui soit, on va dire, opérationnelle, et puis avoir accès à une expertise aussi sur le sujet. Donc, moi, je suis arrivé en tant que médecin, hein, et on a vraiment, alors, pour ce que j'ai fait là, on n'a pas besoin du tout d'une puissance de calcul importante, hein, c'est un PC standard. Par contre, pour la sécurisation des données, j'ai utilisé donc la plateforme, enfin le package qui était fourni par le laboratoire et qui est effectivement un environnement sécurisé sur un serveur que j'imagine sécurisé. Et là, effectivement, c'est l'équipe d'ingénieurs du labo qui gère ça. Mais en tout cas, sur le plan de la puissance de calcul, non, pas du tout. Avec 500 patients, j'étais loin, je pense, de devoir faire appel à des machines particulières. Didier, Oui. on a Romary qui voudrait poser lui-même sa question à l'oral. Oui. Alors, Romary, vous pouvez ractiver une question. Bonsoir, merci. Il y a quelqu'un d'autre qu'on a posé une dans le chat aussi. Hein. Oui, je ne sais pas aussi. si vous l'avez repéré. Moi, j'avais deux petites questions. Maintenant que l'étude est finie, est-ce que tu penses que l'intérêt de ce genre de POC, c'est d'essayer de pousser à ce qu'au final, le programme soit mis en production? Ou est-ce que tu vois plutôt dans le fait de découvrir des variables auxquelles les cliniciens n'auraient pas pensé, parce que dans l'urgence de l'événement, avec la pression médiatique et autres, ou avec le fait qu'ils traitent déjà beaucoup de patients par jour, ils n'auraient pas réalisé que il faut peut-être se rappeler que les lactates, c'est un bon indicateur? Alors en fait, le fait que les lactates soient un bon indicateur ou qu'on retrouve des variables qui ont une pertinence clinique en réfléchissant un peu, c'était simplement rassurant, et ça montrait qu'il y avait dans les études, quand on a une validité externe, c'est-à-dire quand ça fait résonance à de la physiopathologie ou à ce qui est fait en pratique, on est toujours rassuré qu'on n'est pas complètement dans l'abstraction de quelque chose qui est complètement hors sol. Donc c'était un aspect rassurant, on va dire, de l'étude, et qui la rend intelligible. Par contre, sur l'application, alors ça c'est vraiment une très bonne question. En fait,
et ça avait été aussi amené par Didier Certain dès le début. En fait, l'application, pour moi, tout dépend de ce qu'on veut faire. Quel est l'objectif? Si on veut faire du zéro Covid, comme on faisait au début, en fait, ce que je vous ai montré, c'est sur des données du début de l'épidémie, parce qu'on avait tellement peur de cette maladie que le moindre cas dans une ville, ça a créé l'événement au début. Donc, on prenait 1000 précautions. Et donc, on faisait un scanner et une PCR à tous nos patients. Et parfois, on faisait 2 PCR et un scanner. Et on prenait l'avis d'un infectiologue avant de faire monter le patient dans un service pour être sûr de contaminer personne. Et donc, en fait, ces données-là, elles sont peut-être pas très nombreuses, mais elles étaient très précieuses parce que les patients étaient screenés à fond. Et donc, ça a été rentabilisé dans cette étude-là. Mais tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire du zéro Covid, ben c'est utile parce qu'on améliore la performance. Donc, il y aurait un intérêt à le faire, mais à la fin de l'épidémie, pour éviter qu'on ait le jour où on aura 0 cas, ben, je pense que ça serait utile de développer ce type d'application. Et puis en plus, je pense que c'est pas très coûteux. Il faudrait mettre simplement un développeur dessus pendant quelques mois, je pense. Donc oui, c'est utile, mais ça dépend de l'objectif. Là, dans le contexte actuel, on est à 40 ou 50 000 contaminations par jour. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à essayer d'en diagnostiquer 5 000 ou 10 000 de plus en mettant plus de performance sur la PCR, parce qu'on est déjà dépassé en fait. Donc, ça dépend complètement de ce qu'on veut faire. Si la stratégie c'est zéro Covid, oui, il faut développer ce type d'application. Merci. Merci. Et deuxième petite question, tu disais par exemple que la température, ça n'apparaissait pas dans les variables importantes, mais en même temps, en fait, la question que tu poses exactement, c'est est-ce que je suis Covid, sachant que j'ai été identifié comme potentiellement Covid? Oui, c'est dans la population des potentiellement Covid, et du coup, il y a des variables qui, de toute façon, ne sont plus intéressantes parce qu'elles ont servi à identifier qu'on était potentiellement Covid. Donc là, l'intérêt du modèle, c'était peut-être aussi ça, de se rappeler que voilà, c'est une question, c'est une décision, mais avec déjà des informations. C'est pas sur l'ensemble de la population, c'est sur une sous-partie de la et population. sur les gens hospitalisés et préalablement identifiés comme ayant potentiellement la maladie, donc ils ressemblent quand même pas mal à des Covid. Les patients non Covid, ils ont une présentation clinique ils ont de la fièvre, mais ils toussent, ils ont des myalgies. Donc, c'est vrai que quand on est clinicien et qu'on a 2 patients qui ont ces 3 symptômes-là, c'est difficile de dire s'il a le Covid. D'autant plus que je pense qu'il y a un effet qui est lié à la médiatisation de certains symptômes. Par exemple, les anosmies, on n'en voyait pas au début. Et quand on a découvert et médiatisé l'anosmie, ben on voyait beaucoup d'anosmies. Alors, est-ce que, comme c'est un symptôme qui est subjectif, quand on est médecin et qu'on a un patient qui dit avoir une anosmie, entre guillemets, on ne peut pas vérifier, faire un test pour savoir si l'anosmie est réellement ou pas, ou s'il a simplement entendu ça à la radio le matin et qu'il a été un petit peu influencé par le bain médiatique qui est autour de lui. Et donc, effectivement, il y a des variables qui vont être... On va penser que le fait qu'il y ait une hyperthermie, une fièvre, va être très important pour discriminer si un patient a un Covid ou pas. Et puis, en fait, dans la vie réelle, finalement, comme beaucoup de gens ont la fièvre, ben, on va peut-être se tourner vers d'autres variables. Donc, effectivement, les modèles faisaient ressortir certaines choses auxquelles moi, en tant que clinicien, je n'avais pas forcément pensé, comme les lactates. Merci beaucoup. Ok, merci. J'aimerais que Étienne Lardeur puisse préciser la question qu'il a mis dans le chat. Étienne, vous nous entendez? Oui, et vous m'entendez? Oui, on vous entend, là, c'est bon, allez-y. Parfait, impeccable. Ben déjà, oui, merci beaucoup. La présentation est très bien et puis ça complète bien le cycle aussi de passer sur du machine learning. Donc c'est très, très intéressant. Alors j'étais un peu surpris sur le step 2, step 3 sur les données. Ça aboutit à 3142 variables. Alors c'est potentiellement, j'imagine que justement, elles ne sont pas forcément très, très bien renseignées. Il y a toute une analyse à faire là-dessus. Néanmoins, je me demandais si vous n'aviez pas plutôt fait du feature engineering plus poussé avant d'aboutir à la conclusion du step 3 que
vous pouviez plutôt rationaliser ce nombre de features. Parce qu'en fait, en gros, ça équivaut à ne pas présumer que, une combinatoire ou, une construction en fait de features à partir des éléments, que vous aviez initialement peut en fait apporter, des des améliorations de performance au modèle. Voilà, à moins que, vraiment le nombre de variables soit vraiment limitatif, vu le modèle choisi, et cetera. Mais a priori non, hein, dans le contexte dans lequel vous étiez, vous auriez pu, je pense, manger beaucoup plus de variables. Donc, en gros, en quoi consistait vraiment le step 3. Et puis le 2e, c'est lié au fait de faire un random pour séparer les données d'entraînement et les données de test. Et sur le scaffold, j'étais surpris de voir que, de pas forcément voir justement un aspect de stratification. Et puis, cette question-là, en fait, elle pose la problématique de, finalement, combien de cas positifs sur le nombre de cas total on cherche? Et ça va aussi dans le sens de la classification, de plutôt montrer des matrices de confusion, et puis de s'intéresser à, potentiellement jouer sur le seuil de classification binaire pour qu'on puisse, exploiter, le meilleur de la courbe ROC en quelque sorte, en fonction de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire on veut, surtout éviter de louper, quelqu'un qui finalement en fait est Covid. Eh bien, les 2 axes de la courbe ROC n'ont pas le même sens en réalité. Même si pour juger intrinsèquement des modèles, je suis d'accord que l'aire sous la courbe est la meilleure. Mais ensuite, est-ce que vous avez joué sur le seuil? Alors, je pense que c'est plus qu'une question, c'était un apport d'expertise. Je pense que, alors, pour répondre de manière très générale, hein, c'est une étude qui est très embryonnaire, hein, qui a été menée par moi en tant que médecin. Donc, j'ai essayé de m'approprier en fait les outils de la data science sans avoir de formation de data scientist, mais en me mettant dans un bain qui soit favorable avec le recours à une expertise ponctuelle lorsque j'étais bloqué. Donc, je pense que effectivement sur la méthodologie, on peut j'imagine que pour un data scientist aguerri, il doit y avoir des choses, par exemple, je pense aussi sur le fait que j'ai utilisé des expressions régulières pour chercher un concept dans des blocs de texte. Je pense que maintenant, l'état de l'art, ça serait plutôt d'utiliser un taliste pour faire ça. Mais moi, je ne sais pas faire de tal, par exemple. Donc, je pense que sur la méthodologie, sur chaque étape, on doit pouvoir gagner en performance, affiner ou améliorer. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, sur l'histoire de step 2 à 3, je pense que alors, pour remettre c'est peut-être plus simple de remettre la présentation, mais je sais plus où j'ai mis. C'était quoi exactement sur quel aspect? C'était sur le fait qu'on ait simplifié en fait le jeu de données, ou pas tout utilisé, qu'on soit passé de 3000 variables à 23, c'est ça? Oui, oui, en fait, du coup, justement, par exemple, il y a juste, récupéré, genre une première date et une date au plus tard, quand on Oui. compile les données, par patient. Et en fait, donc, il y a pas mal de modèles qui, sont plutôt, très ouverts et sont susceptibles justement de permettre d'aller, valoriser en importance de feature des choses qui, en fait, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au départ. Et donc, il y a des méthodes très bourrin, qui permettent de construire, en fait, du feature engineering et qui vont un peu dans le sens justement de faire des associations, contre-intuitives, en fait.
et qu'on peut traquer par la suite. C'est-à-dire qu'on peut aussi, sur des méthodes de forêt aléatoire, par exemple, aller regarder d'autres choses que les coefficients par rapport à une régression et donc découvrir en fait l'impact, la force, parce que c'est les valeurs de chaque, la force de chaque feature qu'on peut avoir créé. Et ça n'est qu'ensuite qu'en fait on les dégage. Parce que justement, ils n'ont pas de. On ne les dégage pas parce qu'on on veut pas en avoir beaucoup, on les dégage parce que en fait, ils n'apportent pas de plus-value par rapport à la performance globale du modèle. Oui, alors en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que j'avais beaucoup de variables qui étaient non renseignées. C'est-à-dire que sur les 3000 variables, j'avais des variables, ça pouvait être un patient qui prenait tel traitement, et donc et puis tous les autres qui ne le prenaient pas, ou alors un dosage biologique très exotique. Donc, je me suis retrouvé avec un énorme tableau et il a fallu, enfin pour moi en tout cas, le simplifier ou mettre à la poubelle des variables qui étaient trop mal renseignées ou trop peu discriminantes. Mais je pense que c'est très grossier hein, comme approche, hein, probablement. Non, mais Hein. au contraire, ça s'entend très bien, justement, c'était dans ma formulation de la question. Effectivement, c'est un motif pour ne pas tenir compte de variables, puisque finalement, on ne sait pas les construire pour tout l'échantillon, ou alors on ne va pas savoir leur donner une valeur par défaut, on va dire, qui ait un sens, et on risque justement de considérer, si on la met à 0, par exemple, pour d'autres patients, on risque de faire une bêtise, en fait, au sens de l'interprétation, de l'absence des données manquantes. En fait. Donc là c'est parfaitement entendable. Et après, en termes de faisabilité aussi, si on se projette sur le fait de mettre en place ces modèles, lorsqu'on demande d'implémenter un modèle, un algorithme avec une variable, il va falloir la renseigner sur le terrain pour avoir une réponse du modèle ou de l'application. Et donc, si on a trop de variables à renseigner, on va avoir du mal aussi à faire adhérer les équipes pour utiliser des modèles de ce type. Voilà. Ouais. Donc, je pense que dans ce registre de coûts, de coûts monétaires, hein, enfin pécunier, le fait de pouvoir s'affranchir d'un scanner ou d'autres choses, justement, c'est un incentive intéressant par rapport à la démarche, de pouvoir diminuer le coût global d'investigation pour donner un verdict le meilleur possible. Et après, il y avait une problématique aussi, c'est que par exemple, au début, pour nous, c'était pas évident qu'on n'arriverait pas sur une rupture de stock de réactifs de RT-PCR. On n'en savait rien. Hein. Au départ, quand on nous a dit, nous, on a de quoi tenir 10 jours à 10 tests par jour, on a 100 réactifs, le 11e jour, on ne savait pas si on aurait des réactifs. Donc, regardez ce qui se passe pour les vaccins. On était un peu dans la même incertitude au départ sur les réactifs de RT-PCR et tous les pays n'avaient pas de réactifs. Et je pense qu'à l'heure actuelle, certains centres n'en ont toujours pas sur l'ensemble du globe. Donc, c'est effectivement une question qui se posait et l'optique, c'était effectivement une économie des moyens pour gagner un peu en efficience dans le tri des patients. Je vous remercie pour cette réponse, Cédric. J'aimerais vous amener un peu maintenant à faire de la prospective, à regarder vers l'avenir. Donc là, vous nous avez montré en gros un POC, une preuve de concept, ça valide votre approche. Donc première question, est-ce que vous avez confronté ce POC avec d'autres labos, d'autres hôpitaux ailleurs dans le monde éventuellement qui ont le même type d'approche et est-ce que ça va dans le même sens? Est-ce que ça valide? Et la deuxième question, c'est au-delà du Covid, est-ce que ce POC pourrait être utilisable pour d'autres maladies, d'autres catastrophes qui nous arriveront dans les années qui viennent? Oui, alors pour la première question sur le fait de confronter ça à ce qui aurait été fait par d'autres équipes, donc il n'y a pas eu de travail de ce type, enfin en tout cas pas à notre connaissance. Par contre, il y a eu beaucoup d'études
études qui ont essayé qui ont même fait des modèles en imagerie. Donc l'image que je vous ai montrée de lésions tissulaires qu'on voyait, il y a eu pas mal de travaux qui visaient à faire du diagnostic en utilisant l'imagerie. Voilà, donc ça a été plutôt abordé sous cet angle, mais pas tellement sous celui sous lequel je voulais présenter, qui a en fait été un angle en fait finalement de clinicien qui doit faire la synthèse qui n'a pas besoin d'un système d'IA pour diagnostiquer une image, mais qui a un patient et qui a tout un faisceau d'arguments autour de lui. Donc là-dessus, c'est, je pense, plutôt original dans l'approche. Donc ça n'a pas été confronté. Par contre, en fait, le projet initial, c'était plutôt... moi, je n'avais pas intégré le laboratoire sur ce projet-là. C'était un hasard. Et donc, en fait, les scripts qui ont été écrits pour structurer les données hospitalières, évidemment, elles peuvent être utilisées pour prévoir d'autres choses que la présence d'une maladie. On peut prévoir des événements importants dans le parcours du patient à l'hôpital, comme par exemple le fait qu'ils doivent rester tant de jours à l'hôpital. Donc la durée moyenne de séjour, on appelle ça. C'est un élément important en logistique hospitalière. Si on peut savoir à l'avance quand un patient va ressortir, on peut déjà prévoir un patient sur son lit. C'est une problématique dont on entend parler assez régulièrement, malheureusement, en ce moment. Mais si on peut savoir quand le patient va sortir, on prévoit le prochain patient. Donc, ça fluidifie les parcours. Et si on peut savoir, voilà, on peut gagner en fait du temps dans la gestion hospitalière avec ce type de modèle, je pense. Oui. Donc, à mon avis, l'intérêt essentiel de ce travail, il n'est pas tellement sur le Covid. En fait, il est plus général que ça, et j'aimerais le développer sur d'autres thématiques à l'avenir. Et pour moi, l'avenir, il n'est pas, en tout cas dans le contexte actuel, sur la prévision ou l'amélioration du diagnostic de Covid, parce que je pense qu'on en a assez à gérer comme ça, des Covid diagnostiqués. Donc, avant d'aller taper dans les coins, il va falloir déjà régler ces 50 000 cas par jour, je pense, avant d'aller traquer celui qui a un Covid un petit peu atypique et qui échappe à la PCR. Alors, une autre petite question qui est technique. Lorsque vous avez expliqué tout à l'heure que sur les 3142 variables que vous avez cherché à simplifier, vous avez dit, oui, en plus, il faut avoir la coopération des médecins et des cliniciens pour qu'ils renseignent correctement les champs. Est-ce que dans votre approche, il est envisageable d'automatiser les données, c'est en fait, en gros, mettre les capteurs qui vont bien pour les pomper aux bons endroits dans les bases de données, ou pour, je sais pas moi, pour mettre des sondes à l'endroit qui va bien pour que ça alimente automatiquement. C'est jouable, enfin, ça fait partie du scénario que vous envisagez. Ah oui, oui, complètement. Donc là, les variables qui ont été utilisées n'ont pas été renseignées à la main. Dans cette étude, hein, c'est uniquement des scripts qui ont été cherchés la présence ou non d'un symptôme qui ont structuré les variables biologiques ou les traitements. Donc, je suis parti de comptes rendus qui étaient rendus sous la forme de texte essentiellement. Et donc, aucun formulaire n'a été rempli par une personne humaine pour mener cette étude. Voilà. Je vous pose cette question, je suis un peu taquin, mais j'ai été frappé par exemple dans les données qui remontaient enfin, qu'on trouvait sur le site du ministère de la Santé. J'ai été frappé par le fait que les week-ends, il y avait moins de données que... donc, ça veut dire qu'il y avait un petit problème de coopération entre ceux qui frappent les données et ceux qui les utilisent. Ah oui, complètement. Oui.
Là-dessus, je pense que c'est un problème. Par exemple, je sais que sur le CHU, c'est un ingénieur qui a fait des scripts et qui automatise le rapport. Mais je pense que ce n'est pas le cas forcément partout. Et donc, effectivement, sur les centres où ces choses-là ne sont pas automatisées, on a des retards. Au début, notamment, on avait des retards qui étaient considérables. Et puis, le moindre jour férié perturbait complètement les choses. Et je pense qu'il y a un travail de consolidation aussi des données qui est fait le lundi. Et donc ça, effectivement, pendant plusieurs mois, on n'a pas compris pourquoi la courbe s'infléchissait systématiquement. Enfin, certains comprenaient, mais pas tout le monde. Voilà. Et c'est un vrai enjeu. Après, ceci dit, de travailler jour et nuit, 24 heures sur 24, de ne pas prendre de vacances parce qu'il y a une épidémie, c'est dur, pas uniquement pour les soignants, mais aussi pour tous ceux qui colligent les données, enfin pour tout le monde en fait, hein, au final. Et donc, voilà, moi au début, ça me choquait, mais c'était finalement, je me dis avec le recul, là on est à 1 an, donc effectivement, les gens ont aussi le droit de se reposer. Et puis, si les données ne sont pas à 24 heures près parfaitement consolidées, je pense qu'on peut aussi, on est dans la culture de l'instantané, mais je pense qu'on a besoin aussi de bien cibler les priorités pour avancer, parce que tout n'a pas forcément vocation à être toujours instantané. Voilà. Après, sur la remontée de données, je pense que c'est hyper important de mettre en place des scripts et puis de les affiner, de les travailler en équipe aussi, de les comparer d'un centre à l'autre, parce que pour diagnostiquer le Covid, vous avez peut-être vu, mais j'ai 2 points d'entrée. J'ai la PCR plus la clinique, et puis j'ai le scanner plus pas de diagnostic alternatif, plus la biologie, plus la probabilité clinique cotée par le clinicien. Ça fait, c'est un mode, enfin c'est un outcome qui est complexe. Hein. On n'a pas juste un examen magique qui nous dit, voilà, c'est on ou off. Et puis ça, par exemple, il y a eu pas mal de débats entre les centres, hein, je pense, pour dire qui est-ce qu'on considère comme étant atteint de la maladie, puisqu'une PCR positive, là, actuellement, on a des remontées qui sont les PCR positives, mais tout le monde n'est pas d'accord pour considérer que quelqu'un qui a une PCR positive a un Covid. Une maladie, ça n'est pas un test positif, c'est au moins un symptôme et un test positif. Ça, c'est par exemple le point de vue que j'ai eu pour cette étude, mais d'autres vous diront autre chose. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Dr Gangloff, pour cet exposé brillant et très pédagogique sur un sujet qui nous intéresse, parce que de près ou de loin, ça fait partie de notre univers depuis 1 an. Donc, je réponds à des questions qui ont été posées dans le chat. Est-ce qu'il y aura une vidéo disponible? Oui, nous avons enregistré la vidéo. Donc, après un petit traitement qui va bien, on la mettra à disposition. Donc, ça permettra du replay pour ceux qui le souhaitent. Donc, on vous demande maintenant de répondre à un questionnaire d'évaluation sur cette avec le lien qui a été diffusé dans le chat. Donc, merci aux participants de répondre. Et dans quelques instants, nous allons passer en after work dans des petites sessions où là, il sera possible de dialoguer par petits groupes. Donc, merci encore, Dr Gangloff, et je dis à l'ensemble de ceux qui sont venus à cette conférence, merci et à bientôt, et restez dans l'afterwork. À tout de suite. Merci beaucoup.